3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce mercredi? Maintenant, je pense que vous l'avez compris, en général, ce jour est dédié à la playlist Crystal Ball. Ouais, je ne sais pas si vous étiez là, et si ce n'était pas le cas, tant pis pour vous, mais lundi, on a fait un live énorme sur Twitch. On a bien parlé de la Coupe du Monde U19, on a débriefé la finale NBA, et surtout, on est parti en mode grosse preview des Jeux Olympiques. Alors même si c'est compliqué de tout vous repartager ici, ça m'a pas empêché de prendre le sujet principal, c'est-à-dire les JO, pour en faire un best-of. Il y aura pas ici l'interaction qu'il y avait sur Twitch, bien sûr, mais au moins, vous connaîtrez le nécessaire sur ce que je pense à ce sujet. Alors let's go, je crois que c'est clair, pas besoin d'en faire plus, c'est parti! Que valent les 12 sélections nationales qualifiées pour les JO? Pour commencer, il faut que je vous parle un petit peu de la formule. Donc pour ces Jeux Olympiques, il va y avoir que 12 équipes. Ces 12 équipes qui seront réparties en 3 groupes, donc 3 groupes de 4 équipes forcément. Dans ces groupes, les 2 meilleurs seront automatiquement qualifiés. Donc si on est dans les 2 premiers de son groupe, on est sûr et certain de se qualifier. Et ensuite, vu qu'il faut des quarts de finale à 8 équipes, on prend les 2 meilleurs 3e sur 3 dans les groupes. Donc en fait, quand on est 3e, on a 2 chances sur 3 d'être qualifié. Il n'y aura que le plus mauvais 3e qui ne sera pas qualifié. Donc en fait, il va falloir faire très attention au goal average, parce que cette 3e place, pour choisir qui va être le meilleur 3e, on va regarder quelle équipe a le meilleur goal average. Donc attention au goal average si on est à la 3e place. Comment seront décidés les quarts de finale? Donc ce sera un tirage au sort qui ne permettra pas à 2 équipes du même groupe de s'affronter. Ce qui veut dire en gros que la France, s'il se qualifie pour les quarts de finale, ils n'affronteront pas les États-Unis, pas l'Iran et pas la République tchèque. Donc c'est la seule chose qu'on peut savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les matchs vont se jouer dans la même salle. Donc c'est la salle Saitama, elle s'appelle la Saitama Arena, qui est une des plus grandes salles couvertes du monde. C'est dommage parce que tous jouera à huis clos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir 3 jours de repos entre les matchs de la première phase, donc un peu plus que d'habitude. Ça va permettre aux équipes de se reposer davantage par rapport à ce qui se passe habituellement. Et ensuite, à partir des quarts de finale, demi-finale, finale, il n'y aura plus que 2 jours de repos. Donc là, ça va s'enchaîner plus vite. Et donc attention aux organismes qui devront un petit peu être économisés. Donc si on fait le bilan, en fait, il suffit de 6 matchs pour aller au bout, pour être champion, pour avoir la médaille d'or olympique. Donc ça montre qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, et toute cette idée de goal average et de meilleur 3e montre que si tu prends vraiment une raclée dans un match, et bien finalement ça peut aller très vite, parce que tes JO peuvent être foutus. Donc vraiment attention à chaque match, ça va vraiment être passionnant, je pense, ces Jeux Olympiques, et chaque match vaudra son pesant de cacahuètes, parce que chaque match aura de l'intérêt, quoi. Dans ce groupe 1 dont on va parler, la première équipe, c'est les États-Unis. Je vais pas en parler des heures parce que j'ai fait une vidéo qui est sortie samedi, d'ailleurs qui a bien marché. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir parce que je débriefe vraiment tout ce qui est selon moi les forces, les faiblesses des États-Unis, en débriefant sur tout l'effectif, je parle de chacun des joueurs et je parle aussi de l'adversité, enfin voilà, je parle de pas mal de choses sur les États-Unis. Vraiment je vous invite à aller voir cette vidéo, même si je vais quand même résumer ici. Beaucoup d'ailleurs me disent que cette vidéo est déjà périmée à cause de la défaite face au Nigeria. Moi je dis que non. Il faut arrêter, c'était un match amical seulement, il y avait beaucoup d'absents à Team USA, notamment Booker, Holiday et Chris Middleton, et pour moi ce match ne veut pas dire grand chose. Pour l'instant il y avait des interrogations qui se posaient du côté de la défense, et il y avait aussi des interrogations qui se posaient du côté de la cohésion et de l'alchimie de cette équipe des États-Unis qui finalement détient des joueurs qui n'ont fait que très peu jouer ensemble. Donc forcément, ça viendra avec le temps. Ces interrogations, elles sont encore présentes, on verra comment elles évoluent, mais au final, depuis la sortie de ma vidéo, malgré la défaite contre le Nigeria, j'ai pas changé d'avis sur le bilan, et je ne pense pas que cette vidéo soit périmée comme j'ai pu le lire. D'ailleurs, rappelez-vous, finalement, cette défaite peut faire du bien, et la Dream Team 92, en préparation, avait perdu contre des joueurs universitaires. Et ça leur a mis une telle claque au niveau de l'ego, qu'ensuite, ils se sont rebellés, ils ont tout pété sur leur passage. Donc de voir une équipe en rodage comme Team USA qui perd son premier match de préparation, moi, ça me choque pas plus que ça. Surtout quand en face, ils avaient le Nigeria qui était en feu à 3 points, qui a tiré à 20 sur 42 pendant tout le match, quand on a un trio Lillard, Durant, Bill qui a tiré à 9 sur 30. Depuis, Team USA a encore perdu, encore en préparation, cette fois-ci face à l'Australie, en présentant les mêmes soucis, c'est-à-dire le manque de cohésion et le manque d'alchimie en attaque, mais aussi le manque de défense tout simplement. On peut espérer que tout ça puisse se résorber avec les retours de Jrue Holiday, Chris Middleton et Devin Booker, mais aussi davantage de préparation commune, donc je trouve qu'il est encore trop tôt pour dire qu'il y a le feu, qu'il y a péril en la demeure. Par contre, il faut être conscient qu'il faut s'inquiéter et que le titre ne sera pas donné comme ça à Team USA juste grâce à leur talent.
Mais maintenant, avec un coach comme Greg Popovich, j'attends de lui qu'il trouve de l'alchimie, j'attends de lui qu'il trouve de la cohésion, et j'attends que ces gars-là arrivent à jouer ensemble. Seuls les 1 contre 1 à outrance ne suffiront pas. Et au nombre d'étoiles, je continue, je leur en mets quand même 5, parce que pour moi, ils restent les grands favoris de la compétition, ils représentent ce qui se fait de mieux en FIBA. Ils ont un joueur comme Kevin Durant, qui est peut-être lui aussi ce qui se fait de mieux en FIBA. D'ailleurs, il lui manque plus que 25 points à marquer dans la compétition, j'ai vu, pour dépasser le record all-time de points de Carmelo aux Jeux Olympiques. Il peut gagner une 3e médaille d'or avec ces Jeux Olympiques-là. Franchement, pour moi, Team USA mérite encore 5 étoiles, parce qu'ils sont archi favoris, malgré cette défaite face au Nigeria. Alors l'équipe de France, qui est dans le groupe 1. Donc les États-Unis, juste avant, je l'avais pas dit, ils sont classés numéro 1 au classement FIBA, on s'en doutait. La France est que 7ème, mine de rien, au classement FIBA. Donc on parle d'eux comme des favoris, mais au vu des résultats des dernières années, c'est pas si évident de ça, en tout cas au niveau du classement FIBA, que la France peut faire quelque chose de fou, même si j'espère bien et qu'on va tous attendre ça. Mine de rien, ils ont quand même été 3ème de la dernière Coupe du Monde, après avoir éliminé les États-Unis. Et depuis cette Coupe du Monde, ils ont un effectif qui est assez semblable. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la France va faire 3 Jeux Olympiques consécutifs. Là, ça va être les 3e, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une telle série. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à l'étape supérieure. Il n'y a pas eu de médaille depuis Sydney en 2000, et ce serait bien le moment quand même justement de rechoper une médaille. Il y a 5 joueurs NBA sans Poirier, 6 avec Vincent Poirier. Les leaders parmi les joueurs NBA, ce sera clairement Rudy Gobert, Nicolas Batum et Evan Fournier, qui tous les 3, j'aime bien, ont une vraie expérience à la fois en NBA et à la fois dans le jeu FIBA. En plus de ça, on a Timothée Luwawu-Cabarrot, qui je trouve a pris beaucoup d'expérience à Brooklyn, notamment en fréquentant des gars comme Kevin Durant, comme Kyrie Irving, comme James Harden. Je pense qu'au niveau de l'expérience de la win, il a chopé beaucoup. On a un Ntilikina aussi, qui avait un rôle important à la Coupe du Monde, qui a été pas mal, j'ai trouvé, dans les matchs de préparation contre l'Espagne, qui est toujours un très gros défenseur, donc il va faire du bien en défense, mais j'espère aussi qu'il saura prendre ses responsabilités en attaque, notamment sur catch and shoot, et même un petit peu dans la création de shoot, comme il l'a fait à la Coupe du Monde 2019. D'ailleurs, en parlant de gros défenseurs, on peut évoquer Andrew Albissi, au poste 1, qui, même s'il manque de taille, a énormément de volonté et peut être un vrai chien de garde. Donc si à eux on ajoute des gars comme Batum, qui est très long, Rudy Gobert, qui est triple meilleur défenseur de la NBA, on a une vraie défense, je trouve, dans cette équipe de France, avec un gros potentiel de ce côté-là du terrain. Et ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut aussi parler de, même s'il n'est pas en NBA, parce que ce sera l'un des cadres, qui sera un peu le papa de l'équipe, parce qu'il a 34 ans, c'est le plus âgé de l'équipe, Nando De Colo, qui va apporter beaucoup de QI basket. Je pense qu'il sera pas mal utilisé au poste 1, vu l'effectif, vu que Thomas Hurtel est blessé et toujours incertain, même si apparemment les dernières nouvelles sont bonnes. Mais encore plus si Hurtel n'est pas là, je pense que De Colo, ce sera lui qui créera et qui lancera les systèmes en mode cerveau, qui apportera son QI basket. Et ensuite, je trouve qu'on en a d'autres qui connaissent le défi physique qui existe en NBA, qui peuvent être grands, qui peuvent être athlétiques. Je parlais de Gershon Yabusele, bon, lui est pas forcément grand, mais il a quand même ses qualités athlétiques, il a cette connaissance du jeu NBA. On a Vincent Poirier, qui, même s'il n'a pas beaucoup joué, a la taille et le physique. Et je trouve qu'il y a quand même un vrai potentiel dans cette équipe qui est assez polyvalente. On a du scoring, on a de la défense, comme je disais, on a des qualités athlétiques, comme je disais. On a aussi du QI basket, on a des mecs qui savent jouer au basket, qui maîtrisent les fondamentaux, et qui ont même une certaine expérience du jeu FIBA, donc tout ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, si je devais évoquer un manque, je dirais peut-être un spécialiste du shoot, et ça s'est vu encore une fois face à l'Espagne, quand l'Espagne a été plutôt à droite à 3 points, la France a pas mal arrosé, et ça les a mis en difficulté. Je les ai trouvés peut-être un peu trop gentils dans ces 2 matchs de préparation face à l'Espagne, j'aimerais les voir jouer avec un peu plus d'agressivité, de méchanceté et de rage au ventre. Maintenant, c'est que le début de la préparation, c'était des matchs amicaux, on peut pas non plus tout juger là-dessus. Et ça, vraiment, je le dis par rapport à un avis global. Attention aussi, parce que c'est une équipe qui n'est plus toute jeune, forcément. En fait, à part Ntilikina, qui a 22 ans, je crois, ils ont tous entre 25 et 34 ans. Ok, c'est bien d'avoir de l'expérience, mais peut-être que les organismes seront à économiser. Donc attention à ça. Maintenant, pour l'équipe de France, je mets 4 étoiles. Une de moins que les États-Unis, parce que je pense qu'ils feront partie des outsiders de la compétition. Si les Américains sont favoris, je pense devant, les Français font partie d'un groupe assez large derrière, en tout cas d'outsiders, et l'objectif numéro 1 sera clair pour moi, ce sera de ramener une médaille. Comme je disais, ça faisait depuis Sydney que ça n'a pas été fait, et ce sera important de ramener une médaille, c'est l'objectif numéro 1 des Bleus. On passe à l'Iran.
que la FIBA classe 23e au niveau mondial. Sachez que l'Iran n'a pas fait de JO depuis 2008, donc c'était Pékin en 2008, et c'est seulement la 3e fois de toute l'histoire que cette équipe va participer aux Jeux. Sachez aussi que c'est la seule team asiatique qui s'est qualifiée, parce qu'il va y avoir le Japon aussi comme équipe asiatique, mais elle s'est pas qualifiée directement, elle a été qualifiée d'office parce que c'est l'équipe qui accueille, et c'est aussi la seule équipe qui n'a pas de joueur NBA. Donc voilà, je sais bien que c'est pas non plus un gage de méga force, mais ça montre aussi que cet effectif est peut-être un petit peu moins complet et peut-être un petit peu moins talentueux que d'autres. On peut parler quand même de Ahmed Haddadi, qui lui a joué 4 saisons, ou 5 saisons je crois en NBA, notamment, je me rappelle de lui à Memphis, c'est un grand pivot de 2m18, il a jamais fait grand chose en NBA, il était souvent en bout de banc là, ce grand barbu bien solide, mais maintenant il doit avoir 36 ans, et c'est peut-être quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et tiens, aussi, je me rappelle de Arsalan Kazemi, qui avait été drafté par les Sixers à l'époque, il sortait de la fac de Oregon. Ça, c'est les joueurs que je connais le mieux, forcément. Je mentirais si je disais que je connaissais le profil précis de chacun des joueurs de l'équipe d'Iran. Je peux parler quand même de Nika Barami, qui est un peu la star du pays, qui est le capitaine, qui a plusieurs médailles d'or internationales au niveau continental, donc des Coupes d'Asie et des championnats d'Asie, il a des médailles d'or à l'appel. Ça fait un moment qu'il est là, et c'est tellement la star du pays que ça va être le porte-drapeau de l'Iran lors de la cérémonie d'ouverture. Nika Barami, c'est un joueur qui sera à suivre aussi, donc c'est un de ceux qui a le plus d'expérience. Les autres joueurs, la plupart, jouent en Iran. On peut parler quand même de Rostanpour, de Jalapour et de Jeramipour. Je connais pas grand chose sur eux, mais je sais juste qu'ils ont eu une petite carrière européenne. Malheureusement, je ne leur mets qu'une étoile, la note la plus basse possible, parce que cette équipe, par rapport à tous les autres rosters des 11 équipes, me fait penser aux équipes qui sont les plus basses, qui manquent peut-être le plus de talent, d'expérience et de basketball, quoi. Dernière équipe de ce groupe 1, la République tchèque, que la FIBA classe au 12e rang au niveau mondial. Donc vraiment une place très honorable, et d'ailleurs, à la dernière Coupe du Monde, la République tchèque a été très intéressante en se classant 6e. Pour moi, c'est vraiment une équipe qui monte, et ça s'est vu au TQO. En demi-finale, la République tchèque a éliminé le Canada après un gros buzzer beater avec la planche de Satoransky qui était assez fou, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir les Tchèques gagner grâce à un collectif qui était très huilé, mais vraiment qui se trouvait, il y avait une vraie cohésion, une vraie alchimie et une vraie science du jeu par rapport à des Canadiens qui avaient beaucoup d'individualité et de qualité athlétique, mais qui n'étaient pas aussi soudés que les Tchèques. Et après, à ma grande surprise, ils ont mis un gros blowout à la Grèce. Donc ouais, c'est une équipe qui a été héroïque au TQO et qui va, grâce à cet héroïsme, ça va être tout simplement les premiers JO all-time pour la République tchèque. C'est un vrai événement pour ce pays. Gros bravo à cette sélection qui a su se qualifier. Et on parle beaucoup de Satoransky, forcément, qui est le leader. C'est la star, qui est toujours hyper complet. À chaque fois que je le vois jouer avec le maillot tchèque, moi, il me fait halluciner. Ok, c'est un bon joueur de NBA, mais sous le maillot de sa sélection, il est ouf, il marque beaucoup de points, il fait beaucoup de passes, et si les gars se trouvent comme ça, les yeux fermés, c'est en grande partie grâce à lui. Par contre, ce serait faux de dire qu'il est tout seul. Il y a des grands intérieurs qui sont connus et qui sont bons, comme Oda, comme Ondrej Balvin, qui sont efficaces et qui sont grands. Il y a un Blake Shield qui commence à être un peu âgé, il a 37 ans, mais on le connaît très bien dans le championnat de France. C'est un poste 4 qui est très solide, qui sait faire beaucoup de choses et qui est polyvalent. Mais surtout, on a dans cette équipe Jan Vesely, qui a passé 3 ans en NBA, notamment aux Wizards. Ok, il a pas eu beaucoup de temps de jeu en NBA. Je me rappelle surtout de la grosse pelle qu'il a roulée à sa copine lors de la draft. Heureusement, il n'a pas fait que ça dans sa carrière de basketteur. Parce qu'en NBA, ok, ça n'a pas été fou, mais ensuite, il est rentré en Europe, au Fener, et là, il a tout pété. Il a été plusieurs fois dans la First Team de l'Euroleague, il a été MVP de l'Euroleague en 2019, il a remporté l'Euroleague, il a un palmarès de fou. Son duo avec Satoransky dans sa sélection nationale, je le trouve dingue. Vraiment, c'est ultra violent. Alors après, si on regarde tout l'ensemble de l'effectif, malgré toute cette cohésion et cette alchimie que j'aime beaucoup, je trouve que ça manque un peu d'XP au plus haut niveau. Comme je disais, c'est les premiers Jeux Olympiques de leur histoire. Les Jeux Olympiques, c'est quand même le plus gros événement international au niveau du basket, et cette équipe-là, ils vont tous découvrir ça. Donc ça peut être un problème. Il n'y a que 3 joueurs aussi dans cette équipe qui ont moins de 28 ans, donc c'est ça qui est compliqué, parce que c'est une équipe qui à la fois est âgée, mais n'a pas trop d'expérience. Et en plus de ça, ceux qui ont moins de 28 ans, c'est pas ceux qui ont les plus gros rôles. C'est vraiment une équipe assez âgée, à laquelle je vous le mets là, 2 étoiles et demie. 2 étoiles et demie, mais quand même attention à eux, malgré le fait que je mette que 2 étoiles et demie, et ce qui est déjà pas mal quand on compare à l'Iran qui n'en a qu'une, parce que si tout rentre un jour dans un match, avec le collectif qu'ils ont, la connaissance qu'ils ont entre eux, et la façon dont ils peuvent mettre les shoots, s'ils arrivent à trouver les shooters, la façon dont ils jouent le pick and roll entre Satoransky et Vesely, attention, ils peuvent battre tout le monde, et j'écarte
pas non plus le fait que, pourquoi pas, ils seront pas favoris, mais pourquoi pas imaginer une surprise contre Team USA par exemple, ou même contre la France. Les Tchèques peuvent battre à peu près tout le monde, je pense. 2 étoiles et demie parce qu'ils seront pas les favoris, mais à mon avis, un jour où tout rentre, ils peuvent battre à peu près n'importe qui dans cette compétition. On se fait un petit bilan de ce groupe 1. Vous voyez, j'ai mis les États-Unis en tête de ce groupe 1, a priori avec 5 étoiles, parce que pour moi, c'est l'équipe qui va dominer ce groupe. J'ai mis la France ensuite avec 4, parce que je la vois quand même assez en dessous des États-Unis. Et ensuite, la République tchèque avec 2,5. L'Iran, pour moi, s'il gagne un match, ce sera un exploit. Par contre, attention, parce que même si les États-Unis devraient passer, les Tchèques, comme je disais, peuvent battre vraiment n'importe qui dans ce groupe. Si tout se passe comme ça, vraiment, il va falloir faire gaffe à cette place de 3e. Parce que comme je disais, sur les 3 groupes, il y a un 3e qui ne se qualifiera pas. Et donc c'est le 3e qui aura le plus mauvais goal average. En gros, ça veut dire tu te prends une raclée contre les États-Unis et tu finis 3e, t'es quasiment sûr de ne pas être qualifié. Donc là, c'est là que ça peut être très piège pour la France. Parce que s'ils perdent contre la République tchèque, et enfin voilà, même s'ils perdent que d'1 point, et qu'ils se prennent une dérouillée contre les États-Unis, les Français, peut-être que tous leurs rêves de quart de finale s'envolent déjà. Donc vraiment, il faut pas rentrer dans... Si la France veut passer, il faut pas rentrer dans le piège tchèque, et dès le premier match, il faut assurer contre les États-Unis de pas se prendre une dérouillée. Donc ouais, il faut aussi mettre une raclée à l'Iran, ça peut être la solution. On enchaîne sur le groupe 2, et dans le groupe 2, la première équipe, par ordre alphabétique, c'est l'Allemagne, qui est 17e au classement FIBA. Pour eux, c'est un grand retour aux Jeux Olympiques, parce que leurs derniers Jeux Olympiques, c'était à Pékin, avec Dirk Nowitzki, donc ça commence à dater, hein, ça fait 13 ans, et c'est un petit peu, finalement, je trouve, la surprise de ces Jeux Olympiques et de ces qualifiés, parce que leur Coupe du Monde, par exemple, était complètement ratée. Ils ont fini 18e, et là, on se disait que c'était un petit peu la génération transition, et qu'après cette Coupe du Monde, peut-être qu'on verrait pas tout de suite l'Allemagne au plus haut niveau, et finalement si, parce qu'ils ont fait d'excellents TQO. Ils ont d'abord écarté la Croatie en demi-finale, puis le Brésil, grâce notamment à une très très bonne défense. Moi, ils m'ont beaucoup surpris en défense. Cette équipe, elle se bat, elle joue ensemble, elle est longue et elle est assez athlétique, donc en défense, il y a vraiment des clients, et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne présence intérieure, notamment avec un Mo Wagner qui a mis 28 points contre le Brésil et qui était intouchable, même s'il n'a pas toujours été titulaire dans les TQO. Là, il a montré tout son talent et il a montré qu'il n'était pas au NBA pour rien, Wagner. Donc là, on n'a pas de Schröder qui n'est pas là parce qu'il y a une histoire d'assurance. Donc pour l'instant, il est allé voir tous les matchs du TQO. Il espère toujours qu'il pourra participer. Mais de ce que j'ai compris, l'assurance est méga chère parce qu'il est free agent et qu'il demande un prix assez important. Et finalement, moi je me pose une question, est-ce que c'est peut-être pas un mal pour un bien qu'il soit absent? Alors ok, Schröder, c'est difficile de dire qu'une équipe est meilleure sans Schröder. Surtout que ce mec-là est présent à chaque fois, à chaque compétition internationale. C'est toujours un des premiers à répondre présent. Et son talent, il est irremplaçable. Par contre, c'est vrai que notamment en équipe nationale, il peut un petit peu vampiriser le ballon, il peut un petit peu tout créer tout seul, se comporter en star, et autant des fois ça fait du bien dans des matchs serrés, autant là j'ai trouvé qu'au TQO, l'Allemagne avait un ballon qui circulait bien mieux, avec un danger qui pouvait plus venir de partout. On a eu un Saibu qui a été très bon, un Obst qui a été très bon, un Voigtman qui a été très bon, un Isaac Bonga aussi qui a été excellent, qui joue à Washington, donc c'est aussi un NBAer. En plus de ça, c'est une équipe qui est assez jeune, qui court partout, qui a la volonté, qui est pleine de fougue, entouré de vétérans comme Niels Giffey ou Robin Benzing, par exemple, qui eux sont là depuis longtemps et qui peuvent un petit peu jouer les papas de cet effectif. Maintenant voilà, on a un Wagner qui a du talent, qui est peut-être le meilleur joueur de l'effectif, mais c'est pas non plus un Nikola Jokic ou un Joel Embiid en poste 5, même s'il a des vraies qualités. Donc cette équipe pour moi a beau être collective, je la vois en dessous des Tchèques à qui j'ai mis 2 étoiles et demie, donc l'Allemagne je mets 2 étoiles. Pour les Allemands, ça me semble cohérent. On passe à une équipe, moi, qui me hype beaucoup, c'est l'Australie. L'Australie, d'ailleurs, il n'y a pas que moi que ça hype, vu que la FIBA la classe 3e dans son classement mondial. Chose à savoir aussi, bon après c'est vrai qu'en Océanie, il n'y a pas grand monde pour rivaliser face aux Australiens, n'empêche, ce sera les 13e Jeux Olympiques de suite pour les Australiens. Donc ça montre une présence ultra régulière qui a très peu d'égal. Par contre, il n'y a jamais eu de médaille pour cette équipe. C'est les pros de la 4e place, ça que ce soit au JO, en 2016 ils ont eu la 4e place, à la Coupe du Monde 2019 ils ont eu la 4e place aussi. Là je pense qu'ils vont vraiment avoir envie d'une médaille, et ça va être très important. Et pour certains joueurs, c'est maintenant ou jamais. On prend des Patty Mills, des Joe Ingles, des Mathieu Della Vedova, des Aaron Baines, c'est maintenant ou jamais. Ils vont arriver à fond pour atteindre leur objectif. Je les imagine super motivés. Je trouve qu'ils ont un roster fou, avec beaucoup de talent individuel. Ça mélange des qualités athlétiques, de la défense. Contrairement à la France, ils ont beaucoup de shoot. Et là, je trouve qu'il y a en plus de ça un très bon équilibre entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Par exemple, quand je vois la présence de Matisse Thybulle et la présence de Josh Green des Mavericks, on a 2
petits jeunes, plein de fougue, des super défenseurs qui sont longs, qui ont beaucoup d'envie. On a un Dante Exum aussi qui est enfin en bonne santé, qui pareil, lui il est athlétique, il est long, il peut apporter de belles choses même au playmaking, en défense. Enfin on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au poste 2-3, des ailiers hyper athlétiques qui n'existaient pas du tout avant dans cette équipe d'Australie, chez les Boomers, et je trouve ça vraiment cool. Toutes ces qualités, et notamment celles de Matisse Thybulle, se sont largement confirmées pour l'instant sur les 2 matchs de préparation, à voir si ça donne la même chose aux Jeux Olympiques. Et tout ça apporte un vrai élan de fraîcheur. Il y a un phénomène nouveau dans cette équipe, donc c'est cool. Surtout que Gourdian, le coach qui est réputé pour la défense, adore faire ça. C'est un coach du championnat australien. Il adore les joueurs de ce type-là. Il les met beaucoup en valeur dans le championnat australien. Donc avec Thybulle, Green et Exum, je pense qu'il aura clairement de quoi jouer et s'amuser pour la défense. Il va se régaler avec des joueurs qui peuvent switcher. On a Aaron Baines dans la raquette. Alors peut-être que la raquette peut poser question, parce qu'on a Andrew Bogut qui a pris sa retraite, mais on a un Aaron Baines qui aura un très gros rôle. On a Ingles, je pense, qui va jouer au poste 4, et ça va peut-être beaucoup compter sur Lundale, qui mesure 2m11, qui a été MVP des finales en Australie. Tout ça, ça me hype pour toutes les raisons que j'ai citées, et voilà pourquoi je leur mets 4 étoiles et demie. Parce que en plus de ça, à mon avis, ils en ont vraiment marre d'être 4ème, ils vont tout faire pour avoir une médaille. Je trouve que c'est un peu au-dessus de la France, parce qu'il y a plus de shoot et plus d'équilibre entre les joueurs expérimentés et les joueurs plus jeunes. Il y a ce côté revanchard qui va les booster du début à la fin. Surtout en plus de ça, sachant que si on regarde les derniers Jeux Olympiques, ils ont perdu que d'1 petit point face à l'Espagne pour finalement obtenir la 4ème place, quoi. Donc voilà, je le répète, c'est le dernier shot pour toute cette génération assez légendaire du côté de l'Australie, et ce mix entre les jeunes fougueux et les plus anciens me hype. On enchaîne avec l'Italie. L'Italie qui est classée 10ème dans le classement FIBA, qui se sont qualifiés eux aussi après le tournoi de qualification olympique, et surtout qui a fait une victoire énorme contre les Serbes. Ça a été une très grosse surprise, vu que les Serbes c'est la médaille d'argent des derniers Jeux Olympiques, et ça, mine de rien, c'est fort. Les Italiens ont fait un début de match de fou, les 3 points pleuvaient, ils menaient de 25 points à la mi-temps, et au fur et à mesure les Serbes sont remontés, mais l'Italie a tenu et a réussi à se qualifier. Donc pour ce match héroïque aussi de leur côté, bravo à eux. On a un Nico Magnon, qui était rookie aux Warriors cette saison, qui a été le meilleur scoreur du match avec 24 points, et là l'Italie fait une vraie perf, parce que ce sera les premiers JO de la sélection italienne, depuis 2004 et Athènes, et la médaille d'argent qu'ils avaient remportée. Parmi les joueurs NBA, on a Melli et Magnon, dont je venais de parler, mais on a aussi Gallinari, qui n'était pas là au TQO parce qu'il faisait les playoffs avec Atlanta, qui va les rejoindre pour les JO. On a aussi des joueurs référencés au niveau européen, comme Polonara, comme Fontecchio, comme Vitali. Là encore, par contre, si on parlait d'un souci intérieur en Australie, je trouve qu'il est encore plus grand en Italie, parce que ça va être Gallinari, je pense, qui va être titulaire au poste 5, et Nicolo Melli au poste 4. Eux, à la base, c'était des postes 3, donc ça va être vraiment du small ball à fond. On a quand même Gallinari qui s'est épaissi avec le temps, donc il peut jouer intérieur. D'ailleurs, cette saison, il jouait vraiment poste 4, et dans un contexte FIBA, pourquoi pas le voir jouer poste 5. Le small ball de l'Italie et les qualités de shoot peuvent être intéressantes pour écarter les gros babards comme Baines ou comme Wagner, qui seront tous les deux dans le groupe, et ça va être difficile de défendre sur un Gallinari en poste 5, je pense que ça peut être très relou. D'ailleurs, l'Italie, alors c'est peut-être pas pour ça non plus qu'ils ont battu la Serbie, mais dans la finale du TQO entre l'Italie et la Serbie, on a un Boban qui a quasiment pas pu jouer, parce qu'on avait des intérieurs qui faisaient que écarter. Attention à l'Italie et son jeu small ball qui peut embêter pas mal de pivots et faire sortir pas mal de monde. Moi je leur mets 3 étoiles, parce que j'ai trouvé que ce match face à la Serbie, ils ont montré qu'ils pouvaient être exceptionnels, qu'ils avaient beaucoup de shoots, beaucoup de qualité de tir, qu'ils avaient de la création et de la fougue avec un Nicolo Magnon, et ajouter un Gallinari, ça peut devenir très fort. Toute proportion gardée, mais ça peut devenir fort. Maintenant, je pense que c'est en dessous de pas mal d'équipes qu'on a évoquées, comme l'Australie, comme la France, comme les États-Unis, mais je vois ça au-dessus de l'Allemagne, à qui j'ai mis 2 étoiles, et aussi au-dessus de la République tchèque, à qui j'ai mis 2 étoiles et demie. Parce qu'il y a vraiment cette expérience, il y a du Gallinari, du Melli, du shoot, donc je trouve ça cool, ça peut vraiment envoyer de loin. Peut-être par contre qu'ils seront beaucoup trop dépendants de leur adresse extérieure pour imaginer une médaille ou pour imaginer aller très loin, c'est pour ça que je veux pas me mouiller et aller à plus de 3 étoiles, mais c'est une équipe qui peut vraiment être relou à jouer. Le Nigeria, qui a vraiment fait sensation en battant les Américains ce week-end, et dont tout le monde parle actuellement. Parlons un peu de ce Nigeria, qui, mine de rien, malgré la surprise face aux États-Unis, n'est classé que, si je peux dire que, 22e au classement mondial FIBA, donc ça montre que c'est pas non plus
une équipe qui a beaucoup d'historique, de victoires dans les compétitions internationales. N'empêche que c'est la seule équipe africaine qui sera présente au JO, et que les 12 que je vous ai mis, ce sera peut-être pas ces 12-là, parce que pour l'instant, ils ont mis 15 gars sur leur liste, donc j'en ai pris 12 moi, en fonction de ceux qui me semblaient les plus cohérents, parce que en fonction de ceux qui ont joué dernièrement, et ceux qui sont en bonne santé. Par exemple, parmi les joueurs NBA, j'ai enlevé Jahlil Okafor, qui a priori ne serait pas forcément remis tout à fait de sa blessure, et qui serait encore incertain pour les Jeux Olympiques. Bon, a priori, je me suis trompé concernant Jahlil Okafor, parce qu'il a joué en préparation face à l'Argentine, donc ça montre que peut-être il est moins blessé que ce que je pensais, et potentiellement il participera aux Jeux Olympiques. Et mine de rien, même si je l'enlève, il reste pas mal de joueurs NBA. Il y a Gabe Vincent, il y a Okogie, il y a Okpala, il y a Oni, il y a Nmora, il y a Metu, il y a Achua, il y a même Udo. Alors Ekpe Udo, il est plus en NBA, mais il a joué notamment à Utah. Franchement, c'est l'équipe, en fait, qui, tout simplement, qui après Team USA, a le plus de joueurs qui proviennent de NBA. Maintenant, il y en a peu d'entre eux qui ont un gros rôle dans la grande ligue, c'est clair, mais mine de rien, s'ils y jouent, c'est qu'ils ont un certain talent, certaines qualités athlétiques, et qu'ils peuvent faire des choses intéressantes. En plus de ça, c'est Mike Brown qui les coach, donc un coach qui lui aussi est référencé en NBA, et ça donne vraiment envie de s'enthousiasmer après la méga win contre Team USA dans les matchs amicaux. C'est la première fois depuis 1950 qu'une équipe africaine bat les États-Unis. À l'époque, c'était l'Égypte qui avait battu les Américains sur un score genre 34-32. Les Nigérians sont arrivés motivés comme jamais, ils ont joué très physique, ils étaient complètement sur un nuage, ils ont fourni une très grosse défense. Il y a eu 2 contre 1, un de Gabe Vincent et un de Achua, notamment sur Durant, qui était d'une violence folle, et surtout, ils ont tout mis à 3 points. Quand je dis qu'ils étaient sur un nuage, c'est pas pour rigoler, ils font 20 sur 42 à 3 points, ils étaient d'une chaleur exceptionnelle. Et en plus de ça, il y a eu certains de ces 3 points qui ont été très clutch, comme celui de Hiro Egbu à 1 minute de la fin, qui a permis au Nigeria d'avoir +8. Ça donne envie de se hyper, ça donne envie d'être enthousiaste. Il y a de grosses qualités athlétique, c'est une équipe avec pas mal de joueurs qui sont capables de prendre feu, mais avant de trop m'enflammer, je me dis que j'ai besoin de plus de preuves. Donc jusque là, vu que j'ai mis 2 étoiles et demie au Tchèque, je les mets à peu près au même niveau que la République tchèque. Parce que quand même, ça manque d'expérience internationale, je pense, malgré tous ces joueurs qui jouent en NBA. Face à des teams européennes, c'est bien d'avoir des qualités athlétiques, et ça a été bien d'être adroit, mais je trouve que ça marchait vraiment bien contre les Américains. Maintenant, attention, face à des équipes, justement, on en parlait juste avant, comme la République tchèque, qui, elles, sont les reines de la cohésion, attention face à des équipes comme ça, qui, je pense, pourraient dominer le Nigeria sur la science du jeu, sur le QI basket, etc. Donc je veux pas non plus leur mettre une meilleure note que 2 étoiles et demie, sans en avoir vu plus. Bon, au final, j'avais besoin de preuves, et là, le Nigeria vient de taper l'Argentine et de les battre de plus de 20 points. Incroyable, finalement, ils peuvent vraiment peut-être être la surprise de cette compétition, donc je suis d'accord pour augmenter un petit peu leur note en étoiles. N'empêche qu'il y a du talent, j'aimerais bien qu'il soit la très belle histoire de ces Jeux Olympiques, donc peut-être, et j'espère qu'ils vont me faire mentir, que ce n'est pas qu'un one-shot, et qu'ils vont faire de très belles choses dans ces Jeux Olympiques, auquel cas, je présenterai mes excuses d'avoir mis que 2 étoiles et demie. Le groupe 2, on va faire le petit bilan. Dans l'ordre, si on suit les étoiles que j'ai données, on met l'Australie en 1, l'Italie en 2, le Nigeria en 3 et l'Allemagne en 4. Pour moi, l'Australie, c'est le grand favori. Mais derrière, en fait, tout est possible. Et même l'Australie, même s'ils sont grands favoris, tout est vraiment possible dans ce groupe. L'Australie pourrait très bien finir 4ème s'ils déjouent complètement. Parce qu'on a un groupe qui est vraiment super homogène. Je pense qu'on aura vraiment des matchs serrés, où chaque victoire comptera, et chacun pourrait sortir, en fait. Le goal average comptera vachement. Le Nigeria, je pense, a une vraie chance de sortir, mais rien ne leur sera donné. On verra ce qu'ils font face à l'Allemagne, on verra ce qu'ils feront face à l'Italie, et ce sera vraiment des matchs qui seront décisifs. Et on a un groupe qui est très hypant, qui pourrait être bien serré, et j'ai hâte de voir ça. Ce groupe 3, il commence avec l'Argentine, qui se classe 4ème, comme vous le voyez, au classement FIBA. Donc qui pour l'instant, c'est pareil que le Nigeria, a un effectif de 15, donc j'en ai gardé 12 qui me semblaient les plus cohérents, mais on n'est pas certain que ce sera les 12 qui participeront à la compétition. Donc voilà, m'en voulez pas s'il y a quelques changements, à mon avis ce sera ça, mais il peut y en avoir qui sautent. En tout cas, c'est une équipe qui était en forme dernièrement, qui a eu une médaille d'argent à la Coupe du Monde 2019, mais qui, malgré une médaille d'or en 2004, puis une médaille de bronze en 2008 à Pékin, n'a plus du tout gagné de médaille aux Jeux Olympiques. Celui qui peut le mieux parler de ça, d'ailleurs, je pense, c'est Luis Scola, qui a été là pendant toute cette épopée, qui a été là avec les Golden argentins, qui est encore là malgré ses 41 ans, et qui va participer à ses 5e Jeux Olympiques. C'est juste complètement dingue qu'il soit encore là, et surtout qu'il soit encore là à ce niveau. Il est encore très bon, il était dans le meilleur 5 de la compétition à la Coupe du Monde 2019, donc ça veut dire tout simplement qu'il fait encore partie des meilleurs intérieurs de la planète, parce qu'il a une science du jeu de fou, il a des petites feintes de dingue, des moves de fou furieux aussi, il défend, il est dur, il sait faire
faire beaucoup de choses, Scola, et c'est une vraie force, je trouve, malgré ses 41 ans, dans cette équipe d'Argentine. À côté de lui, on a en plus de ça un mec qui est très intelligent, qui peut se battre en défense, qui malgré sa petite taille fait tout plein de choses sur un terrain. Je vous présente Facundo Campazzo, que vous connaissez très bien, vu qu'il joue au Denver Nuggets, et on a aussi d'autres joueurs qui sont estampillés NBA. On a Gabriel Deck qui joue au OKC, Lucas Vildoza qui joue à New York, on a Leandro Bolmaro qui a été drafté par les Wolves aussi. Bon après, Vildoza et Bolmaro, ils n'ont pas encore fait un seul match en NBA. Il n'y a que Deck qui a joué avec le Thunder, qui a dû jouer une dizaine de matchs, mais c'est tout. On peut parler aussi des habitués. On a Brusino, on a Laprovitola, on a Delia qui sont tous très forts, qui sont des habitués des compétitions internationales, et même si c'est pas des Scola, ils ont aussi une vraie expérience. On a aussi le retour du coach légendaire Sergio Hernandez, qui était déjà là au JO 2008, ce que je disais c'était la dernière médaille, et forcément on a une très très belle équipe, donc une équipe intéressante et qui forcément aura son mot à dire. La grosse défaite face au Nigeria pourrait être un petit peu alertante, mais pour l'instant je le mets surtout sur le dos d'un accident de parcours en préparation, le temps d'arriver en forme aux Jeux Olympiques. Moi, je leur mets 4 étoiles, parce que peut-être qu'il manque d'une méga superstar, un peu à la Ginobili à l'époque, et Scola, non seulement il a 41 ans, et je le trouve encore très bon, mais il pourra pas tout faire seul, surtout à cet âge-là, malgré ce manque d'une superstar. On a un Campazzo qui pourra faire jouer tout le monde, je trouve. On a un collectif qui peut être très intéressant, et surtout on a des gros guerriers qui se battront. On les connaît, les Argentins, et aux Jeux Olympiques, ils peuvent se transcender. Je les mets pas parmi les grands favoris, à qui j'ai mis 4 étoiles et demie ou 5 étoiles comme les États-Unis ou l'Australie pour l'instant, mais je leur mets quand même 4 étoiles, parce que c'est une vraie équipe qui peut battre tout le monde dans cette compétition, elle aussi, grâce à son collectif et sa science du jeu. On passe à l'Espagne, que la FIBA classe 2e. Tout simplement parce qu'ils sont champions du monde en titre et qui font partie des favoris obvious dans cette compétition. Il y a eu des médailles dans les 3 derniers Jeux Olympiques, 2 médailles de bronze et une médaille d'argent, et ça montre un petit peu le niveau de cette équipe, quand on voit que les Français, eux, ils n'ont pas eu de médaille depuis 2000, les Espagnols, eux, ils en ont eu 3 sur les 3 dernières éditions, boum. Donc forcément, ne pas avoir de médaille là en 2021, ce serait une vraie déception. Un peu comme l'Australie, je trouve que c'est sûrement le dernier run de pas mal de joueurs dans cet effectif. Les frères Gasol, on les reverra pas, Rudy Fernandez, on le reverra pas dans des JO, Sergio Rodriguez non plus, Sergio Llull et Victor Claver, peut-être qu'il y aura une dernière danse, mais bon, ils seront quand même vieux aussi. Vraiment, ça va être le dernier shot de pas mal de gars, et je pense qu'ils vont tout donner pour obtenir une médaille, parce que tous ces gars-là, même s'ils sont plus de première jeunesse, ils ont une expérience de grands malades, ils ont tous joué au plus haut niveau, ils ont déjà gagné plusieurs médailles avec l'Espagne, rien que, je pense, même malgré leur âge, avec leur XP, ils peuvent les mener très loin. Mais en plus de ça, on rajoute un Ricky Rubio qui est incroyable dans les matchs de préparation, qui a été très clutch contre la France, qui a mis les paniers qu'il fallait quand il fallait. Il semble être dans la meilleure forme de sa vie, là, après une saison frustrante où il a obtenu que très peu de wins avec les Wolves, et là je pense que après avoir perdu autant de fois à Minnesota, il a envie de remporter des wins cet été, et il est bouillant pour faire ça. C'était clairement le meilleur joueur en prépa de l'équipe espagnole face à la France. Il manquera Juancho Hernan Gomez, qui s'est blessé à l'épaule dans le match 1 contre la France. Peut-être qu'il manquera, mais au vu de la profondeur de cet effectif, je pense qu'ils s'en sortiront. On a aussi son frère Willy qui sera dans la peinture et qui apportera du poids, et puis même si on regarde la raquette, c'est assez violent, hein. Ce qui est très fort, c'est l'alternance qu'il peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur dans cette équipe espagnole. Parce qu'on a les Barcelonais, Oriola et Abrines qui peuvent envoyer du triple, enfin en tout cas écarter le jeu pour les intérieurs, ou pour un Rubio. On a aussi Abalde du Real, on a Brizuela de Malaga qui a fait 3 sur 3 contre la France au match 2. On a tous ces gars qui peuvent envoyer de loin, on a Rudy Fernandez bien sûr, Rodriguez et Llull qui peuvent le faire s'il faut. Et vraiment il y a du monde à tous les postes et qui peuvent à peu près tout faire. On a du shoot de l'intérieur et des mecs qui drive, on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de talent, c'est peut-être un peu vieillissant certes, mais ça m'inquiète pas vraiment, et je vais être très heureux justement pour compenser un peu cet âge de voir à l'œuvre Ousmane Garouba du Real Madrid, qui est annoncé comme un premier tour de la draft là bientôt. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut sur la scène internationale, je crois qu'il a 19 ans, donc ça va être très intéressant de le voir à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est une équipe qui est bien construite, qui est très complémentaire, et je leur mets 4 étoiles et demie, parce que pour moi, c'est ce qui fait de mieux après les États-Unis. Ça me semble pas mal de les mettre à peu près au même niveau que les Australiens, parce que je trouve que c'est un peu le même profil d'équipe. Je crois peut-être plus en l'Espagne qu'en l'Australie, hein, quand même. J'aime bien parce qu'il y a de la fougue, il y a de la jeunesse, et c'est un peu le même profil, très expérimenté. Nous allons parler du Japon. Les Japonais qui sont classés 42e au ranking FIBA.
Donc ça va aller vite, hein. C'est l'équipe la plus mal classée de toutes les sélections nationales à ces Jeux Olympiques. Maintenant, ils sont invités, et c'est bien d'avoir l'équipe locale de toute façon, et ce sera leur premier JO depuis 1976, donc ça va avoir un côté historique pour le basket japonais. Ils ont quand même 2 joueurs NBA, que ce soit Rui Hachimura ou Yuta Watanabe. Rui, ce sera la star, clairement, ce sera même le porte-drapeau de tout le Japon lors de la cérémonie d'ouverture, donc faire ça à domicile pour les Jeux Olympiques, quand tu fais ça chez toi, ça a un sens énorme, donc ça montre à quel point Rui Hachimura est respecté, mais attention à ne pas limiter Yuta Watanabe qu'à un mec qui s'est fait dunker sur la tête par Anthony Edwards. C'est un gars qui est très complet, qui est athlétique, qui joue pas en NBA pour rien, et qui a aussi un peu plus d'expérience qu'Hachimura en équipe nationale. Les deux, je trouve, de toute façon, dans leur profil, ils apporteront pas mal de polyvalence et pas mal de qualité athlétique, donc ça peut être intéressant. On parle beaucoup aussi de Yudai Baba, qui est entre le poste 2 et le poste 3, qui joue à Melbourne et qui est très bon, qui fait partie des meilleurs joueurs de NBL, hein, la ligue australienne. Donc ce joueur, apparemment, il est attendu, il a 24-25 ans, et on parle d'une future pépite pour les Japonais. Et on a aussi, alors bon, encore une fois, je mentirais hein, si je disais que je connaissais tous les joueurs japonais, mais je suis allé faire quelques recherches, et on a des gars comme Tanaka, comme Kanamaru, comme Togashi et comme Yejima, qui ont tous été MVP du championnat japonais à un moment ou un autre de leur carrière. Donc ça montre que, déjà, on a un groupe qui est solide. On a aussi Avi Schaffer et Gavin Edwards qui ont la double nationalité et qui ont été formés aux États-Unis, qui ont un vrai niveau. Et on a comme coach Julio Lamas, j'imagine qu'on dit, qui était un ancien de l'Argentine. Ok, c'est pas fou si on compare ça aux meilleures équipes qu'on a abordées, comme les États-Unis, l'Espagne, l'Australie, la France, l'Argentine, qui vous voulez. Mais mine de rien, j'ai pas envie d'être trop sévère, et je vais leur mettre 1,5 étoile. Donc un demi-point de plus que les Iraniens, parce que je trouve que c'est peut-être, je le répète, hein, la meilleure team japonaise de l'histoire. Mais je pense que ce sera super chaud, notamment dans le groupe dans lequel ils seront, de remporter un match. À mon avis, ce sera l'objectif. Hein. L'objectif, une win. S'ils arrivent à faire ça, ce serait bien. Ça contrasterait avec la très mauvaise Coupe du Monde qu'ils ont faite, où ils ont fait 0 victoire, 5 défaites. Remporter un match, ce serait déjà un bel exploit, ce serait exceptionnel. Et vu la poule, ce sera très dur. Allez, on passe à l'équipe que vous me réclamez tant dans le chat. La Slovénie, qui est classée 16e au rang FIBA, qui a un roster, encore une fois, qui n'est pas du tout confirmé. Donc là, je vous ai mis le roster du TQO, et il y a de grandes chances quand même que ça ressemble à ça pour les Jeux Olympiques, parce que ce serait bien dommage de ne pas mettre les 12 qui ont fait l'exploit de se qualifier via le TQO. Je pense que ces 12-là seront confirmés et participeront au JO. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce roster. Forcément, vu qu'on en parle tous, tout le monde n'aura Dieu que pour Luka Doncic. Il a clairement porté sa team au TQO, et ça va être les premiers JO de la Slovénie grâce à un Luka Doncic. Ça va être une belle revanche, parce que rappelez-vous, l'Euro 2007 avait été remporté par les Slovènes, mais ensuite, ils ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde en 2019. Et là, c'est dommage, parce qu'il a manqué cette scène internationale sur laquelle Doncic aurait pu briller. Et là, Luka avait pas du tout envie de manquer les JO, et ça s'est vu dans ce TQO. Il était en mode Robocop. Il fait un triple-double en finale contre la Lituanie, il cumule 31 points, 11 rebonds et 13 passes, c'est quand même un truc de malade, et il peut clairement être l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de ces Jeux Olympiques. En tout cas, personnellement, d'un niveau individuel, et sur la façon dont il doit briller, c'est peut-être celui dont j'attends le plus avec Kevin Durant, parce que Kevin Durant était exceptionnel. Mais en tout cas, Luka Doncic, j'ai envie de le voir briller. Et franchement, rien qu'avec sa présence, on peut se dire que la Slovénie est capable de tout. Il est tellement sur un nuage, il a tellement envie de gagner, il a une rage de vaincre qui est assez folle, il peut porter sa team. Puis surtout, bon, même si c'est clairement le leader, il est pas tout seul. On a Vlatko Kančar, alors Kančar, je sais pas trop comment ça se dit, qui jouait aux Nuggets, qui a été aperçu un peu cette année. On a des joueurs d'expérience aussi à ses côtés, comme Klemen Prepelic, qu'on connaît bien dans le championnat de France, on a Zoran Dragic, on a Mike Tobey, qui est un pivot qui a été formé aux États-Unis, on a Jaka Blažić aussi, qui a pas mal d'expérience des compétitions internationales. Franchement, c'est bien, on a une équipe, bien sûr que la star ce sera Luka, mais on a du monde autour pour l'entourer, et j'attends par exemple d'un gars comme Prepelic, qu'il envoie des banderilles à 3 points dans tous les sens, pour permettre à Luka de créer, de pénétrer, et de créer du spacing, donc ça peut être bien. Moi je leur mets 3 étoiles et demie. Donc 3 étoiles et demie, parce que 4 étoiles, ça me paraissait beaucoup, de les mettre à la même hauteur que la France et l'Argentine. Par contre, juste avec un Luka qui est vraiment incroyable, ça me semble presque au même niveau, juste un peu en dessous. C'est quand même une nation qui est montante, et à mon avis, ce sera pas du tout bon de les prendre. Ils font partie de ces équipes qui, sur une surprise et sur un bon match, peuvent battre n'importe qui. À mon avis, en fait, il manque juste peut-être un peu de profondeur pour être à la hauteur de la France ou de l'Argentine. Parce que si on va loin dans la rotation, imaginez un match où Doncic il a des problèmes de faute, il y aura peut-être moins de solutions de remplacement, je pense, pour être à la même hauteur que la France et l'Argentine. Mais vraiment, ils seront pas loin. Attention à eux, j'ai hâte de les voir jouer, et ça va être cool. Si on fait le bilan de tout ça, moi je mets dans l'ordre l'Espagne en 1,
qui pour moi font vraiment partie des grands favoris derrière les États-Unis avec l'Australie, l'Argentine en 2 qui est juste derrière, la Slovénie en 3 qui est juste derrière, et le Japon que je mets quand même plus loin malheureusement, malgré le fait qu'ils reçoivent, et que je vais être très attaché à cette équipe. Quoi qu'il en soit, dans ce groupe 3, peut-être que c'est moins homogène que le groupe 2, mais on va avoir un niveau très relevé entre l'Espagne, l'Argentine et la Slovénie. Les pauvres Japonais, j'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose chez eux, surtout que comme je disais, ils avaient peut-être la meilleure équipe de leur histoire, mais ça va être vraiment très difficile de prendre un match. S'ils arrivent déjà à perdre, mais avec la manière, ce sera une réussite. Par contre, entre les trois autres, Espagne, Argentine, Slovénie, vraiment tout est possible. Un Doncic bouillant, ça peut battre l'Argentine, ça peut battre l'Espagne. L'Espagne sera favorite, mais voir un duel Scola-Gasol à l'ancienne, moi ça me hype. Tout est possible. J'espère, pour l'intérêt de la compétition, que l'équipe qui fera 3ème de ce groupe fera partie des 2 meilleurs 3e et se qualifiera, parce que ça me ferait mal aux fesses qu'il manque une de ces équipes en quart. Donc j'espère des matchs serrés, que aucune équipe ait un goal average trop négatif, comme ça celle qui finira en 3, elle se qualifiera pour la suite, et ce serait pas volé. Voilà pour ce qui est des Jeux Olympiques, voilà pour ce qui est de mon 13ème Crystal Ball. Ça vous a plu du coup? Vous êtes d'accord avec cette preview? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez la France remporter une médaille à ces Jeux de Tokyo. Puis la prochaine fois, tant qu'à faire, venez en parler en direct sur Twitch, le seul moyen pour faire ça, vous le connaissez. Et oui, suivez-moi là-bas aussi pour connaître toute l'actu de mes streams et être alerté pour tout ce qui se passe. Et puis tant qu'à faire, go me rejoindre sur les réseaux aussi. Non seulement je vous y mets mon planning complet de la semaine, tous les lundis, mais en plus il y a un tout nouveau projet qui s'y est lancé, les NCAA All-Time Teams. Alors je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook pour avoir tout plein de détails sur tout ça. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un max de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et je vous préviens, il paraît que tous ceux qui le feront pas finiront brûlés par la flamme olympique. Ouais, ça doit pas être agréable du tout, ça. Et pour le soutien ultime, vous connaissez, c'est encore et toujours sur Tipeee que ça se passe. Et là, en été, en ce moment, croyez-moi, j'ai vraiment besoin de vous, l'équipe. Merci beaucoup. Et là, pour ceux qui sont encore là, sachez qu'on se retrouve tout de suite sur Twitch à 11h30 pour choisir le sujet de la vidéo YouTube de samedi. À très vite.